vous voulez pas que votre visage apparaître après dans le vidéo, vous pouvez désactiver votre caméra. Ouais. Donc, je donne peut-être 2-3 minutes, puisque les gens peuvent arriver, se connecter. Ok. Alors. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Bonjour tout le monde, bonjour Alexander. Bonjour. Bonjour, Stéphane Tranel. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bon, merci beaucoup de nous avoir proposé ce cycle de conférences. Donc, je crois qu'on en aura 5. Donc, la première est aujourd'hui. Et donc, on verra les premiers, un premier retour sur l'analyse, le deep learning sur l'analyse d'images. Et dans le cadre d'un cas métier particulier sur l'analyse des territoires. Et voilà. Ok. Je vous laisse, Alexander, je vous laisse officier. Super, merci beaucoup. Et je précise que ça se voit quand on se connecte que cette conférence est enregistrée, donc on pourra proposer aux membres de Spiral de pouvoir regarder le replay. Voilà, donc c'est important que tout le monde puisse savoir que c'est enregistré. Voilà, merci et puis bonne conférence. Super, merci beaucoup. Comme format de visioconférence, c'est parfois compliqué de communiquer de manière fluide. Je propose que je vais faire les pauses, je ne sais pas, à chaque peut-être 3-4 slides. Et si vous avez des questions, il y a l'endroit où vous pouvez envoyer un texte. Hop. Par exemple, comme ça. Est-ce que vous voyez ce bouton avec petites 3 lignes de texte? Donc, comme ça, vous pouvez communiquer votre question. Et ici il y a quelque chose, je pense que c'est mieux si vous m'arrêtez tout de suite et on crée la discussion. Parce que oui, c'est le format, je pense que sera plus fluide et plus intéressant pour vous aussi si on communique, si on fait le dialogue. Et c'est pas juste moi que ma tête qui parle et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes endormi? Voilà. Donc, je veux garder toujours cette fenêtre vraiment à côté. Comme ça, je peux voir s'il y a des questions. Et je veux arranger ma présentation à côté. Donc, je pense qu'on peut commencer s'il y a les gens qui va Juste une toute petite remarque, Alexander. Bon. Si tu peux leur montrer comment éventuellement réorganiser leur écran pour pas avoir, avec le layout, pour pas avoir forcément autant d'espace dédié aux personnes à côté. Ça peut peut-être gagner un petit peu de lisibilité pour tes slides. Alors, ce que vous pouvez faire, il y a plusieurs options ici. Si vous cliquez sur les trois dots, 3 points ici, vous pouvez choisir c'est quoi le layout que vous voulez utiliser. Ou si, par exemple, vous voulez voir que mon écran, sur le slide, sur le partie principale où vous voyez mon écran, il y a petite pin. Je ne sais pas le mot français, comment on dit ça? C'est le… Épingle. Épingle. Donc, vous pouvez vraiment fixer en fait cette partie
cette partie écran, et comme ça, vous voyez toujours, même participant, par exemple, ce sera mon écran. Donc, tu as parlé de ça, Pascal? Oui, voilà, c'était ça que je voulais dire parce que ça permet des fois d'organiser un petit peu l'écran de manière à avoir une meilleure visibilité quand c'est écrit sur les slides. Ouais. Ouais, absolument. Merci beaucoup pour le conseil. Donc voilà, vous pouvez choisir, vous pouvez vraiment fixer cette partie d'écran. Mais s'il y a quelques soucis, je pense que je vais peut-être arrêter ma caméra aussi. Je ne sais pas si ça coupe pas ou ça coupe quand même. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, parfait. Ok, parce que en fait, le réseau ici, c'est pas super. Donc, quelquefois, ça marche très bien, quelquefois, non. Donc, si au cas où on a des problèmes avec les vidéos ou l'audio, dites-moi s'il vous plaît, et comme ça, j'arrête caméra de mon côté et ça sera juste écran. Alors, donc je m'appelle Alexander. Et je suis spécialiste de machine learning et intelligence artificielle chez Google à Paris. Et je voudrais parler aujourd'hui avec vous sur les questions de traitement d'images aériennes par les algorithmes de vision par ordinateur, computer vision, qu'on propose sur notre plateforme. Avant qu'on va aller vraiment vers des mots, je veux parler un peu dans le sujet plus large. En fait, c'est quoi machine learning? Pourquoi c'est intéressant de s'occuper de l'apprentissage automatique? Et qu'est-ce que nous, Google, on propose comme plateforme pour apprentissage automatique? Donc voilà, ça c'est notre agenda aujourd'hui. Donc, et avant qu'on commence vraiment à aller parler de questions techniques, je veux poser plutôt question vers vous. Donc, s'il n'y a pas d'algorithme, s'il n'y a pas de logiciel qui fait le traitement automatique pour nous, comment, par exemple, vous pouvez écrire les listes de règles pour distinguer ces deux types de fruits? Donc, comment on peut distinguer, est-ce que c'est un pomme ou est-ce que c'est un orange? Donc, ça, c'est à vous. Vous pouvez utiliser ou le chat à côté ou vous pouvez parler. Oui, couleur, effectivement. Il y a la couleur. L'orange, oui, évidemment, orange. Pomme, c'est un peu vert, rouge, ça dépend. Oui, une queue. Très bon. Texture, oui, effectivement, ça, c'est vraiment orange, texture très, très particulière. Le goût. Et si on peut tester. Après, on parle du traitement d'image. Donc, ça, oui, odeur, oui, c'est si on a de chance. Si on n'a pas de corona et odeur recoupée. Alors, donc, effectivement, on peut distinguer, on peut créer un système de règles et on peut utiliser ces règles différentes pour dire que voilà, si par exemple, c'est comme art de décision qu'on développe nous-mêmes, on dit que s'il y a un queue, voilà, c'est plutôt pomme. Si les textures un peu peureuses comme ça, c'est peut-être orange. Donc, très bien, vraiment. Mais maintenant, si je dis qu'il y a une nouvelle catégorie qui arrive, donc, il y a autre type de fruits qui partagent quelques caractéristiques entre les deux, en fait. Donc ça, dans ce cas-là, système de règles qu'on a créé, bah, ça, oui, maintenant, il faut aller et manuellement réévaluer chaque règle et de dire que, est-ce qu'il est toujours actuel ou pas et qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, peut-être, exemple, avec les fruits, c'est pas le plus simple parce que la forme, souvent partagée, donc c'est quelque chose au rond où on peut allonger. Les couleurs, il n'y a pas une variété énorme aussi, donc peut-être les fruits, c'est compliqué. Est-ce qu'on prend quelque chose vraiment plus distinguable? Donc, c'est un chien et à côté, c'est balai. Donc, voilà, c'est la même tâche. Votre idée, comment on peut, à partir de quelle caractéristique on peut distinguer les deux? Donc, moi, je commence, je dis par exemple, on peut regarder, est-ce qu'il y a les yeux, la truffe, oui. Oui, les oreilles, donc on peut voir, oui, par exemple, moi je dis que ici, c'est texture très particulière de cette fige, je ne sais pas, vraiment, hop. Donc vraiment, c'est très très visible que c'est une texture qui est différente. Donc on peut, peut-être, c'est plus simple encore pour nous de dire, oui, avec les fruits, c'est un peu compliqué, mais ici, c'est clair que les systèmes de règles
qu'on a définis, c'est nickel, ça marche très bien. Hop, mais après, la vie est toujours pleine de surprises. Comment notre système manuel va marcher maintenant dans une situation comme ça? Donc ça, c'est la race Kamador. Donc ça, ça, c'est les chiens quand même. Mais quand j'ai vu ça, vraiment, j'étais presque étonné que ça existe. Et c'est pourquoi je montre ça, pour dire que c'est pas suffit, si on fait les règles, ça ne suffit pas créer les règles manuelles, parce que il y a toujours les cas particuliers, il y a toujours quelque chose à quoi on n'a pas pensé, et ça va casser tous nos systèmes. Donc en fait, ça c'est, je fais la liaison vers machine learning. Donc c'est quoi? C'est les algorithmes qui nous permettent d'éviter de faire les systèmes vraiment manuels avec les règles prédéfinies. Donc ça, c'est les algorithmes qui nous permettent de traiter les données à façon automatique et bien adaptée à notre domaine de compétences. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que le monde change, les données deviennent trop complexes. Et quelquefois, par exemple, avec les images, d'accord, comme humain, on a vraiment cette intelligence visuelle très, très forte. Donc, on peut distinguer facilement les formes. Mais si on parle de données tabulaires, et ça, c'est le données le plus présent dans beaucoup d'entreprises, notre capacité est vraiment très, très réduite d'avoir idée très claire à partir de données tabulaires. Et comment ces algorithmes marchent? En fait, ils cherchent les patterns cachés dans nos données pour après trouver les valeurs qui nous intéressent. Donc, comme j'ai présenté ces cas, on peut toy examples, on peut pour jouer. J'ai utilisé pas mal de, on va dire, les buzzwords, les mots qu'on entend souvent aujourd'hui dans les médias, dans notre métier. Donc, c'est intelligence artificielle, apprentissage automatique, deep learning, réseau de neurones. Donc, pour vraiment clarifier de quoi on parle ici, je donne une petite définition à chaque élément. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment personnel. Par exemple, l'intelligence artificielle, c'est tellement large, c'est plus philosophique que oui, c'est dur à donner vraiment une définition très, très, très précise. Donc moi, je dis que c'est quelque chose qui rend l'objet plus intelligent qu'avant. Par exemple, on peut dire que voiture autonome, il a partie de l'intelligence artificielle parce qu'il peut se conduire à façon automatique. Donc, intelligence, c'est vraiment quelque chose dans le sens strict de faire de faire les actions qui nous paraissent être intelligentes. Après, le machine learning, apprentissage automatique, c'est en fait, c'est approche comment on peut construire ces objets plus intelligents, comment on peut donner ces caractéristiques d'être intelligent aux objets. Et deep learning, c'est un des domaines d'un apprentissage automatique qui est plus connu aujourd'hui parce qu'il nous permet de résoudre beaucoup de problèmes qui étaient là depuis plusieurs décennies. Et Neural Network, réseau de neurones, c'est le type d'algorithme qu'on utilise dans le deep learning. Donc voilà, avec cette petite introduction, je veux finir avec cette démonstration. C'est vraiment une image qui affiche un niveau de très, très haut. Comment ça marche, le modèle de processus automatique? En entrée, on a plusieurs images avec les étiquettes. C'est ça qui nous intéresse après de faire les prédictions avec. Et en fait, chaque fois que notre modèle il voit, on va dire, un de cette image avec ces étiquettes, il crée les liaisons entre les paramètres de ce modèle. Et l'ensemble de paramètres, donc cette ligne bleue, en fait, c'est ça les caractéristiques que notre modèle apprend et qui nous permettent après d'utiliser ce modèle pour faire les prédictions. Donc, chaque fois qu'un modèle prédit correctement la belle, on encourage à garder les liens en bleu, les liens entre les paramètres. Et chaque fois qu'il y a une erreur, on corrige ces liens, on pénalise et comme ça, le modèle il apprend en fait qu'est-ce qu'on attend en sortie. Et comme c'est bon, maintenant on peut prendre ce modèle, on réutilise maintenant toutes ces connexions qui étaient apprises, qui étaient pré-entraînées. Et dans ce cas-là, maintenant on ne pénalise plus, on juste récupère les votes, les résultats enfin. En fait, c'est quoi comme label? Donc, c'est plus ou moins comme ça marche antérieur.
Donc, avec cette introduction, maintenant, je veux aller et parler plutôt de notre portefeuille sur les solutions de AI. Donc, tout d'abord, je veux dire que nous, on est vraiment leader dans l'apprentissage automatique. Il y a une conférence très connue dans le monde de recherche, c'est NeurIPS. Et ça, c'est les statistiques de papier qui étaient acceptées pour cette conférence dernière année. Donc, on voit que Google, avec ses laboratoires de recherche, Google Brain et DeepMind, on est numéro 1 et vraiment avec les marges très, très grandes. Donc ça, c'est vraiment, comme on utilise le produit Google, on peut être sûr que la qualité de algorithme et de modèle, c'est vraiment la qualité top. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'est pas ces experts qui participent dans les conférences de machine learning et qui n'ont pas beaucoup d'expertise vraiment dans ce domaine-là? Donc, nous, on voit de notre côté que, en fait, ce groupe d'experts, il est là, mais c'est très peu par rapport à la population générale des gens qui sont experts dans son métier, mais qui peut-être manquent de compétences ou de ML ou d'intelligence artificielle. Donc, nous, on veut que tous ces gens-là qui a l'expert dans son domaine et qui est expert, qui maîtrise ces données, il peut avoir aussi accès à ces modèles et ces algorithmes vraiment très, très performants que nous, on publie dans les conférences et qu'on utilise dans notre propre produit. Donc, si on regarde dans l'état de choses aujourd'hui, comme on veut travailler avec machine learning, il y a beaucoup d'étapes qui sont liées entre eux et ce n'est pas toujours facile de traverser ce chemin. Donc, on a besoin de faire le traitement de données. Donc, on doit être expert dans nos données. Ça, je veux dire, normal. On ne peut pas éviter ça si on ne comprend pas avec quoi on travaille. Donc, c'est pas très intéressant et on ne peut pas faire beaucoup de choses. Par contre, si on maîtrise bien nos données, ça ne suffit pas. En fait, il faut qu'on pense aussi c'est quoi l'architecture de modèle, c'est quoi le design, à quels paramètres il faut utiliser pour que le modèle marche mieux. Au moment qu'on a nos premiers résultats, il faut faire évaluation, regarder est-ce qu'on dirige dans la bonne direction ou pas. Peut-être corriger encore notre modèle, chercher d'autres paramètres, récupérer plus de données. Au moment qu'on est plus ou moins satisfait, on fait le déploiement. Et souvent, ici, on trouve qu'en fait, c'est un peu comme avec ces chiens et balais, que la vie est plus complexe. On n'a pas pensé à quelques cas. Notre utilisateur, en fait, il trouve autre application à laquelle on n'a pas pensé. Donc, à ce moment-là, on a besoin de faire mise à jour et recommencer ou à niveau de design ou au niveau de données. Donc, ça, vraiment, c'est ce travail très laborieux. C'est très bien si on est expert et c'est ça qu'on aime. Mais si ça nous manque d'expertise dans un de ces côtés, ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur le résultat pertinent enfin. Donc, si je simplifie l'approche, on peut dire qu'il y a quelques tâches qui est vraiment très, très commun. Et pour ces tâches, il y a déjà les API qui nous, on propose sur plateforme. Par exemple, vous pouvez avoir les compétences juste de développeur et faire le traitement d'image avec les API qui sont déjà publiés par nous. Par exemple, il y a la Vision API qui permet de traiter les données visuelles. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'expertise de ML du tout. Ce que vous avez besoin, c'est juste de comprendre comment envoyer une image et comment récupérer les résultats. D'autre côté, si vous voulez développer quelque chose vraiment par vous, A à Z, on a un framework de deep learning, ça s'appelle TensorFlow, qui est en open source. Et vous pouvez créer votre propre machine virtuelle avec accélérateur sur notre plateforme de calcul et vraiment construire toutes les étapes par vous-même et avoir les contrôles totaux sur chaque élément. Donc, l'avantage de l'utilisation d'API prédéfinie, que en fait, cette tâche est déjà résolue par notre expert et vous pouvez être sûr que les qualités de traitement d'image, du texte, c'est vraiment très, très haute. Par contre, si vous sortez un peu de cas d'usage standard, donc vous vous retrouvez plutôt dans ce côté-là. Quand vous avez votre dataset vraiment spécifique à votre domaine et que vous avez besoin de manuellement adapter à votre besoin.
Donc, si je reviens un peu d'image, et si on fait classification de cette image avec API générique, on va juste avoir une information que voilà, c'est un chien, c'est un chat. Par contre, si on veut vraiment détecter que c'est chat à moi avec le prénom très concret, donc voilà, on a besoin de créer notre propre modèle. Donc, cette histoire, c'est en fait sa première motivation. Pourquoi on a pensé que est-ce qu'on peut faire quelque chose entre les deux, avoir croisé les compétences des gens de métier qui maîtrisent bien ces données, mais qui peut-être parfois manquent les compétences d'apprentissage automatique. Et comme ça, on a arrivé à cette gamme de produits qui s'appelle AutoML. Donc, dans AutoML, grande partie de comment on crée un modèle, c'est quoi leur architecture, c'est quoi les paramètres, c'est déjà automatisé et pré-choisi par notre expert. Par contre, toutes les parties qui sont liées aux données, préparation de données, et c'est quoi les étiquettes, c'est quoi le domaine où on veut traiter ces données, ça c'est vous comme expert, vous pouvez vraiment gérer et vous avez les mains sur ça. Donc, si je reviens au but principal de AutoML, c'est donner accès à toutes les techniques que nous, on a à niveau de AI et ML, mais donner ça à experts de métier et démocratiser accès à l'intelligence artificielle. Donc, petit exemple avec le AutoML Vision. Si on a un métier de météorologiste, et ce qu'on veut, on veut détecter c'est quoi type de nuage sur le ciel. Donc, il y a vraiment beaucoup de types de nuages différents. Et chaque texture, chaque type de nuage, ils sont liés à un type de conditions météorologiques différents. Donc, si on prend maintenant notre API pour traiter d'images à façon standard, Vision API, on trouve que les étiquettes qui sont prédites, ils sont correctes. Donc, c'est ciel, nuage, jour, bleu, atmosphère. Sauf que ça n'aide pas dans notre métier de dire ce type de nuage, il est lié vraiment à ces conditions météorologiques. Donc ici, ça c'est l'exemple parfait pour utiliser AutoML Vision. On peut préparer nos propres datasets où on est expert, donc on maîtrise c'est quoi les étiquettes, c'est quoi les images qu'on peut récupérer. Et AutoML Vision, il va faire phase d'apprentissage. Il va déployer un modèle pour nous dans l'infrastructure robuste et performante. Et après, on peut lancer les prédictions en grande échelle, vraiment sans aucun effort de développement et sans être expert dans le développement de modèles d'apprentissage automatique. Et enfin, on a accès à prédiction ou en utilisant les API de web standard, donc ça c'est n'importe quel développeur peut utiliser ces API, ou on peut utiliser les clients, par exemple, si on maîtrise le langage Python, on peut utiliser client Python pour avoir l'accès aux prédictions. Donc voilà, si avant, on veut développer le code ML, donc on développe le code, mais autour, il y a vraiment beaucoup de travail qui n'est pas vraiment lié ni à nos métiers, ni à nos données. Maintenant, avec AutoML, on doit bien sûr comprendre c'est quoi nos données et on doit maîtriser qu'est-ce qu'on veut prédire enfin. Mais tout le reste, c'est pris en charge par AutoML. Est-ce que vous avez quelques questions pour l'instant? Ok, je regarde. Il y a une coupure. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut confirmer? Pour ma part, j'ai tout entendu. Donc, est-ce qu'il y a des autres personnes aussi? Ok. Super. Bon, j'enlève la caméra quand même. Tu as vu, il y a une question. Oui. Oui, est-ce que ce service est payant? Il y a quelques parties qui est gratuit. Vous pouvez, par exemple, télécharger vos données et vous pouvez entraîner premières 2 heures modèle, ça c'est gratuit. Et après, si vous faites les prédictions, vous pouvez prédire, si je ne me trompe pas, première 1000 images, c'est gratuit aussi. Mais par contre, à partir de ça, oui, c'est service payant.
Et comme dans tous les produits de cloud, vous payez pour le temps consommé. Donc, ça veut dire que si vous avez lancé, par exemple, votre modèle pour entraîner pendant, je ne sais pas, 5 heures, donc ça sera facturé oui, pour 5 heures. Si c'est 2 heures, ça sera facturé pour 2 heures. Comment on peut choisir? Ça dépend de vos besoins. Vous pouvez, je vais montrer ça dans l'interface. Vous pouvez choisir, est-ce que vous voulez un modèle plus précis? Donc, ça veut dire que ça demande plus de temps d'apprentissage. Ou, par exemple, vous voulez un modèle qui fait les prédictions peut-être moins précis, mais vous payez moins cher. Donc, si question de pricing, oui, ça vous intéresse, on peut parler après la démonstration pour voir vraiment les calculs plus précis. Voilà, c'est juste pour compléter, parce qu'en fait, Alexander, on a déjà eu une session où on a présenté l'interface GCP et les fonctions principales telles que VM, réseau, stockage, et un petit peu BigQuery. Et donc, bon, voilà, en fait, dans la console d'accès à GCP, une fois que vous avez un accès de type organisation, chaque projet est associé. Chaque projet, c'est le projet, c'est le cadre, l'élément de base minimum pour instancier des ressources ou appeler des API, comme dans ce cas-ci. Et chaque projet donc est associé à ce qu'on appelle un compte de facturation. Ça peut être une carte bleue ou un compte bancaire. Et donc, chaque fin de mois, l'usage consommé pendant le mois sur les différentes API de la plateforme et les différents projets de votre organisation vont être imputés. Et comme le disait Alexander, en fonction du produit, dans le cadre d'une API, c'est un frais, un tarif de quelques euros ou centimes sur les produits par milliers ou centaines de milliers d'appels API. Et puis pour d'autres produits, ça va être en fonction du temps CPU, à la seconde près, du stockage à l'octet près, etc. Super, merci beaucoup Pascal. Sur tous les produits, on a ce que Alexander a décrit, ce qu'on appelle un free tier, c'est un tiers gratuit, ou si vous restez dans un usage qui est plus de l'ordre de grandeur de l'expérimentation ou de l'apprentissage, c'est gratuit, c'est uniquement au-delà de ce free tier que c'est facturé. Ouais. Ok, très bien. Donc, je veux continuer sur la démonstration. Donc, comme sujet aujourd'hui, c'est parler un peu de comment on peut analyser les images aériennes aux satellites dans les questions d'aménagement de territoire. Moi, j'ai pris comme exemple la détection d'objets de construction sportive. Donc, ce que m'avait intéressé, c'était détecter les terrains de tennis et le champ de foot pour le football. Donc, si on prend cette image de test, voilà, je pense qu'on va faire tout de suite. Vision. Donc, si je veux aller dans la page de Vision AI, donc c'est Cloud Google.com Vision, il y a page de description, mais aussi on peut tester qu'est-ce qu'il est capable de faire notre Vision API. Donc, Vision API, encore une fois, c'est les modèles qui étaient déjà pré-entraînés, fixés et qui étaient mis au service par nous. Donc, vous, de votre côté, vous avez besoin juste de compétences de développeur pour envoyer une image et récupérer les résultats de prédiction. Donc, il n'y a pas de tout de besoin d'être expert dans machine learning. Donc, ici, hop, on peut tester comment ça marche. Je choisis cette image-là parce que je trouve que c'est intéressant. Il y a pas mal de textures. Ici, en bas d'image, on voit qu'il y a terrain de sport. Il y a encore, je pense que oui, c'est terrain de tennis aussi. Mais en couleur. OK. Donc voilà, je vais choisir cette image-là. Pardon. Maintenant, il faut confirmer que je ne suis pas un robot. J'espère que non.
Voilà, on voit qu'il a trouvé quelques objets. Donc, il pense que ça, c'est stadium, ça, c'est bâtiment, ça, c'est bâtiment. Donc, c'est un peu dommage. On voit qu'il détecte bien qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais à niveau des étiquettes, des labels, vraiment, il se trompe, mais presque en inverse. Que pour moi, c'est plutôt ça, le stade. Si, oui, je suis sûr que c'est terrain de tennis, mais ça pourrait être quelque chose d'autre. Mais par contre, oui, ça, c'est pas bâtiment, c'est sûr, et ça, c'est pas stadium. Donc ça, c'est l'API qui prédit quelque chose. OK, peut-être ça peut être intéressant pour nous, pour autre image, mais dans notre cas particulier, on voit qu'il marche mal. Donc ça, c'est bonne idée d'utiliser OpenML pour ce type de tâches comme ça. Oui. On peut juste préciser, effectivement, la Vision API, c'est fait pour des cas assez orientés grand public, donc c'est assez effectivement différencier un chat d'un chien, savoir reconnaître que sur une image, il y a 2 ou 3 personnes ou plus, qu'ils sont souriants ou pas souriants, mais effectivement, c'est pas vraiment prévu et entraîné pour les images aériennes. Oui, absolument. Donc en fait, il y a, je pense qu'environ 20 000 étiquettes qui sont accessibles. Mais c'est plutôt l'image quotidienne. Oui. Donc, si on veut détecter objet classique qui est pris par les caméras normales, ce n'est pas pour les images aériennes ou satellites. Après, je peux tenter ma chance avec les labels. Peut-être, d'accord, je ne détecte pas précisément sur les objets, mais peut-être il y a des labels qui est là aussi. Mais on voit bien que, oui, c'est toujours correct, mais ce n'est pas ça qu'on cherche. Donc, voilà. Comme on parle de traitement d'image automatique, il y a vraiment 3 groupes d'algorithmes qui existent aujourd'hui. Première, c'est classification. Deuxième, c'est détection d'objets. Et troisième, c'est segmentation sémantique. Maintenant, on veut vraiment trouver le contour précis de chaque objet. Nous, on va parler, dans le cas d'AutoML, de cette histoire-là, qu'on va détecter les objets qui nous intéressent. Ce que je veux vous montrer en fait comment ça marche AutoML et qu'est-ce qu'on peut obtenir dans le temps assez court avec AutoML Vision. Donc je vais montrer comment on peut uploader et emporter les données qu'on a, interface de labellisation, comment on peut entraîner un modèle, faire évaluation aussi de performance de ce modèle, et comment on peut lancer les prédictions. Donc pour faire ça, je ouvre console GCP. Donc, si vous avez déjà fait quelques sessions sur Google Cloud Platform, donc ça, c'est cette interface que vous avez déjà vue. On peut chercher ou produit directement ici. Donc, je peux appeler, parce que je sais que ça s'appelle Vision, donc je trouve comme ça. Ou on peut aller dans le menu de navigation et on peut chercher ici. Moi, quand j'utilise souvent, tous les éléments que j'utilise souvent, ils sont déjà fixés dans ce menu-là. Comme je ouvre le dashboard, le menu principal de AutoML Vision, il y a quand même les liens vers Vision API, si on veut utiliser quelque chose déjà prédéfini. Il y a Vision Product Search, ça ne m'intéresse pas du tout, c'est pour les commerces, si on veut chercher les images similaires, par exemple notre catalogue d'images. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est AutoML Vision. Donc, dans cette interface, j'active ça, on a dashboard où on était il y a quelques moments, il y a dataset, il y a les modèles. Donc, première étape, il faut emporter données qu'on veut traiter. Il y a 2 possibilités ici. Quand on donne le nom data, c'est ça les 3 types de modèles qu'on peut entraîner où on fait la classification single, où on fait la classification avec plusieurs étiquettes, où on fait les détections d'objets. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la détection d'objets. Donc, je crée mon dataset. Et au moment qu'il est fini, toutes les étapes, ils sont vraiment bien présentées dans cette interface. Première étape, c'est on fait l'import de données. Après, on peut visualiser, on peut ajouter les étiquettes ou corriger s'il y a quelque chose.
Au moment qu'on est prêt, on peut lancer notre modèle, on peut lancer l'apprentissage de notre modèle et faire l'évaluation des tests. Si on commence en tout début, on peut vraiment télécharger les images à partir de notre propre ordinateur. Ça marche si vous voulez tester, je ne sais pas, peut-être entre dizaines et centaines d'images. Par contre, si vous voulez faire quelque chose de plus grand comme tâche d'apprentissage, c'est beaucoup mieux de préparer vos données en avance et stocker sur Cloud Storage. Donc, Cloud Storage, c'est un peu comme oui, ce stockage dans Cloud Google. C'est un peu comme ou Google Drive ou, je ne sais pas, comme Dropbox, si vous avez utilisé votre service. Ça ressemble à ça. Je vais montrer, je vais changer anglais. Donc, on a les dossiers, on a les fichiers. Moi, j'ai déjà pré-téléchargé quelques images pour vous montrer. Donc, par exemple, ouais, ça, c'est les images aériennes qui est organisées un peu comme ça. Et on peut voir que ça, c'est les tuiles de, si je ne me trompe pas, 256 par 256 pixels qui représentent les images aériennes. Si je veux utiliser ces images pour mon dataset, il faut que je prépare fichier avec ça, je ferme. Il faut que je prépare fichier CSV avec information c'est où toutes mes images, s'il y a déjà quelques étiquettes ou pas. Donc ça, c'est l'exemple de format de CSV. On peut voir que le cas le plus simple, on donne juste le nom d'image sur Cloud Storage et tout le reste, on garde vide. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y a dans cette interface, il y a cet exemple-là, mais on peut se tromper facilement parce qu'on a l'impression que dans le cas plus simple, on a besoin juste de nom d'image et c'est tout. Et en fait, il faut garder tous les virgules. Donc, si on n'a pas ni séparation sur le dataset de validation, d'apprentissage, on n'a pas ni label, ni coordonnées, rien, quand même, il faut qu'on garde bien tous les virgules ici, sinon on ne peut pas emporter ces données. Donc, moi, je préparais. Ok, est-ce que je peux voir ici? Donc, je vous montre, ça ressemble à quoi? Voilà, c'est ça comme jeu de données. Donc, je dis qu'il y a une dizaine d'images. Tous les 10 images vont être utilisées pour la phase d'apprentissage. Mais par contre, il n'y a ni étiquette, ni coordonnées, ni rien. Donc, mais quand même, tous ces virgules, il faut les garder parce que c'est le format qui est prédéfini. Au moment qu'on a clarifié ces points, je choisis que j'utilise mon fichier CSV. Je cherche dans les structures mes dossiers. Hop, voilà. Et comme c'est bon, je peux cliquer continuer. Ça prend quelques moments, cette phase de récupération de données. Ce n'est pas vraiment lié au volume de données. Ça prend toujours entre 2 et 10 minutes. Effectivement, si on a plus de données, ça prend plus de temps. Mais pour une dizaine d'images, quand même, ça sera pas très rapide. Donc ça, je ne sais pas, peut-être il y a validation supplémentaire qui se passe avec les formats d'images et qualité d'image, mais ce n'est pas très, très rapide, je veux dire. Moi, je trouve que oui, ça va en fait, pour 10 images, c'était assez rapide. Mais si je vais emporter, par exemple, quelques centaines d'images, ce sera effectivement beaucoup plus long. Donc, maintenant, on a fini import, on est sur l'onglet images, et on peut voir qu'on a en total 10 images. Tous les 10, il n'y a vraiment pas d'étiquette. Et si on veut, on peut maintenant ajouter les labels nous-mêmes. Donc ça, je trouve que vraiment, c'est très, très, très bien dans cette interface d'AutoML qu'on peut labelliser données nous-mêmes. Et en plus, si par exemple, il y a cette question, est-ce que c'est gratuit ou pas? Donc, à ce moment-là, si on n'a pas entraîné quelque chose, on ne paye rien à part de stockage. Mais stockage, c'est vraiment peu cher. Par contre, on peut déjà profiter de cette interface. On peut ajouter des labels
et on peut exporter les données labellisées. Ici, je ne sais pas pour quelle raison, on veut juste garder les données labellisées et on ne veut pas utiliser AutoML pour aller jusqu'au bout, entraîner un modèle et déployer. Bah, pourquoi pas? On peut faire ça aussi. Je ne sais pas si j'ai quelque chose ici avec le... Non, il n'y a rien avec terrain de tennis, mais on peut imaginer que ça, c'est quelque chose lié au sport. Donc, je vais montrer quand même que je peux rentrer. Oh, pardon, juste un moment. Avant que je lance la labellisation, il faut que je crée mes labels, mes étiquettes. Donc, voilà, ici, je dis il y a quelque chose lié au sport. Je peux créer plusieurs labels. Si je ne me trompe pas, limite, c'est 250 ou ouais. Il y a déjà des idées. Oui, 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 on peut imaginer qu'on récupère les images aériennes. On pense qu'est-ce qu'on veut détecter sur ces images. Donc, on crée ces labels. Et après, on ouvre l'interface de tagging. Donc, ça, c'est quelque chose de très simple. Donc, moi, je peux euh, juste tracer autour de mon objet. Je fais un rectangle. Si j'avais plusieurs étiquettes, je peux choisir c'est quoi comme objet. Dans mon cas, pour l'instant, c'est une seule étiquette, donc ça se garde comme ça. Je clique Save et après quelques instants, il m'avait revenir vers l'interface avec tous les images et je vois que voilà, maintenant il y a une étiquette. Donc, il y a quelques conseils qui nous donnent pour que vous pouvez entraîner votre modèle et votre modèle il sert à quelque chose de vraiment utile. Donc, ce qu'on dit qu'il faut avoir au moins 10 images par label. Ça, c'est vraiment le minimum. C'est mieux d'avoir au moins centaines d'images par label. Donc, si vous avez vraiment les catégories très, très rares, donc c'est vraiment, il y a d'intérêt à aller et piocher plus de données et plus d'étiquettes pour avoir au moins centaines. Mais avec dizaines, déjà, ça marche. Donc, on peut faire quelque chose, on peut essayer avec dizaines d'étiquettes. Donc, voilà, ça, c'est l'interface de labellisation. Au moment qu'on a, bon, j'ajoute quelque chose encore, je dis que c'est un parc. Et par exemple, ici, sur cette image, je veux ajouter qu'il y a, je ne sais pas, ça. C'est pas vraiment un parc, c'est plutôt toit végétalisé, mais on va dire que c'est un parc. Hop, save. Voilà, maintenant je vois que j'ai deux images qui sont labellisées. Il y a 8 encore à travailler. Donc il y a quelques labels. Je peux filtrer. Je peux toujours cliquer sur étiquette et voir toutes mes images qui sont attribuées à une de ces étiquettes. Je peux créer les filtres plus pertinents s'il y en a beaucoup, vraiment beaucoup de labels. Donc je peux choisir quelque chose ici un peu plus riche. Je peux aussi changer la présentation. Si je veux travailler plutôt dans le format tabulaire, donc je peux changer et voir plus de caractéristiques sur chaque image. Euh, Au moment qu'on est content avec nos datasets, on peut entraîner un modèle. Donc, moi, je ne peux pas. Parce qu'encore, il y a cette limite qu'on a besoin au moins 10 labels pour chaque 10 samples, 10 images pour chaque étiquette. Pourquoi? Parce qu'on veut, à façon automatique, on veut garder au moins 8 images, donc 80% de nos données pour le parti d'apprentissage, à 10% il va être pour le parti de validation, que le modèle il apprend quelque chose de raisonnable. Et encore 10%, ça va être gardé pour le parti de test. C'est ça qu'on va voir sur la phase d'évaluation. Donc moi, je triche maintenant un peu. Oui, pardon. Le timestamp des images, est-il normalisé? Donc ici, c'est vraiment image. Il n'y a pas de métadonnées dans ces images. Donc, si vous pouvez, quand vous dites timestamp, vous parlez plutôt de quoi?
Hop, pardon. Ah oui. Donc, en fait, moi, j'ai utilisé comme des sources d'images, j'ai utilisé Google Maps. Par contre, si dans ce sens-là, pardon, comme on prépare le dataset, et par exemple, on veut détecter, je ne sais pas, les végétations, les arbres en hiver, en été, donc il faut qu'on pense que notre dataset est assez varié en tout début. Donc, si vous voulez prédire quelque chose avec les images d'été, mais prédire après pour l'hiver, effectivement, les performances, ça va être pas super. Donc, si c'est toujours une interprétation, si on parle de date de prise d'image et vous voulez prédire quelque chose à façon robuste pour n'importe quelle période d'année, donc il faut que votre jeu d'apprentissage il contienne toute cette variété de données. Moi, j'ai eu expérience, pas avec les images aériennes, mais avec les images satellites pour les détections d'usage de sol. Effectivement, si on veut détecter quelques champs agricoles en l'été, ce n'est pas du tout la même chose que même champ en hiver. Donc, effectivement, oui, c'est un très bon point. Il faut bien penser à diversification de vos données. OK. Oui, ça, je pense que c'est question qui est liée plutôt à votre source de données. Donc, AutoML lui-même, il prend image, il prend votre label, voilà. Mais après, oui, ça dépend du cas d'usage et ça dépend de comment vous voulez, qu'est-ce que vous voulez prédire sur quoi. OK. Donc, maintenant, je reviens dans mon liste de tous les jeux de données que j'ai préparés. Il y a un jeu de données où il y a un peu plus d'images. Ah oui, donc la taille maximale de chaque image, c'est 1024 par 1024. Moi, je suis beaucoup plus petit ici parce que c'est 256 par 256. Mais si vous voulez faire les prédictions sur les images qui sont beaucoup plus larges, donc vous êtes limité pour aujourd'hui, c'est 1024 par 1024. Je pense que c'est lié au raison de mémoire, d'accélérateur. Si on a une image plus large, à mon avis, oui, ça vient vite aux limites de mémoire qu'on a sur les accélérateurs. Mais je pense que c'est une approche, si vous avez les images qui est beaucoup plus large, ou vraiment rétaillées, ou fait les crops, donc créer plusieurs images à partir de cette image grande. Donc, c'est 1024 par 1024. Voilà, ça, c'est le dataset que je viens de préparer il y a quelques jours. Ce que j'ai fait ici, j'ai pris 150 images un peu autour de Paris. Donc, j'ai créé deux labels. Les labels qui m'intéressent, c'est plutôt le champ de foot. Et il y a aussi cours de tennis, voilà, par exemple, comme ça. Et j'ai un peu, ce que j'ai fait aussi ici, comme après, j'ai tagué, vraiment, j'ai passé 1 heure de dessiner tous ces rectangles autour d'objets d'intérêt. Je peux dire, de mon expérience, que 18 images et 24 images, c'est vraiment peu pour modèle apprend vraiment c'est quoi le terrain de tennis. Et en fait, j'ai eu peur que si je garde juste ces labels-là, le modèle il va apprendre beaucoup de se reposer sur les couleurs. Donc, par exemple, le couleur orange, que c'est terrain de tennis. Surtout qu'à côté, il y a le champ. Je pense que je ne suis pas personne très, très sportif, mais je pense que c'est un champ de basketball qui, en fait, si on n'est pas très doué dans le sport, on peut dire que voilà, c'est orange et il y a une ligne blanche. Donc, le modèle, il peut se tromper facilement avec les terrains de tennis et quelque chose, autre type de terrain de sport, mais qui ne nous intéresse pas. Donc, ce que je viens de faire, j'ai ajouté un peu aux classes poubelles, on va dire. Je dis que chaque fois qu'il n'y a vraiment rien qui m'intéresse, c'est juste label générique qu'il n'y a pas d'objet d'intérêt. Ça, il faut faire attention si vous voulez reproduire même chose dans votre dataset, parce que il faut vraiment bien contrôler qu'il n'y a pas d'erreur de tagging. Parce que si, par exemple, je viens de taguer cette image-là comme classe poubelle,
Donc, c'est vraiment, ça perturbe partie d'apprentissage. Et ce qu'on donne pour modèle, c'est vraiment les labels avec beaucoup de bruit. Donc, les qualités de prédiction, après, ça ne sera pas super. Donc, ici, comme c'est vraiment 150 images, j'ai bien contrôlé que, voilà, j'ai mes labels corrects pour les terrains de tennis et champs de foot. Par contre, chaque fois qu'il n'y a rien qui m'intéresse, je vous montre, c'est vraiment carré qui est même taille comme tuile d'image, qui disent qu'il n'y a rien sur cette image. Donc, au moment qu'on a entraîné, au moment qu'on a préparé nos données, on est prêt à entraîner quelque chose. Donc, dans la partie d'apprentissage, moi, je peux cliquer sur le bouton pour entraîner un nouveau modèle. Donc, je donne le nom si je veux, je peux changer quelque chose. Il y a deux options que vous pouvez choisir ici. Et ça, je trouve que c'est très pratique. Si après, vous voulez utiliser votre modèle, pas dans le cloud, mais utiliser, par exemple, je ne sais pas, sur les images aériennes, peut-être c'est un peu loin, mais on peut imaginer qu'il y a une caméra sur avion et on veut traiter l'image tout de suite. Par exemple, si l'avion passe, il y a des nuages et on ne veut pas stocker les images avec des nuages parce que ça ne sert à rien après. Donc, on peut choisir que notre modèle, il doit être entraîné et après exporté comme quelque chose qu'on peut utiliser offline, sans cloud, donc ou sur sur le matériel mobile, ou par exemple, ça peut être autre ordinateur, autre serveur qu'on héberge chez nous. Moi, je veux choisir que je reste quand même sur infrastructure de cloud. Donc ça, c'est simple aussi. Est-ce que je veux quelque chose qui marche plus rapide, mais moins précis, ou je suis prêt à attendre un peu plus, mais avoir les qualités de prédiction au milieu? Bon, voilà. Si on parle de cet cas d'usage, je peux imaginer qu'on veut lancer, par exemple, l'analyse de terrain et on n'est pas on n'est pas très pressé pour avoir les prédictions en temps réel. Donc, je préfère plutôt la précision par rapport à la vitesse. Par contre, si on veut que c'est quelqu'un avec son téléphone portable qui prend photo et qui récupère les résultats tout de suite, parce que les gens aujourd'hui, ils sont vraiment peu patients comme ils utilisent les technologies. Donc, voilà, on préfère peut-être quelque chose de plus rapide, mais moins précis. Donc, moi, je dis que je veux quelque chose vraiment précis. Et voilà, on arrive au ce moment où on dit c'est quoi nos budgets. Donc, budget, c'est assez particulier ici, c'est le combien de heures et nœuds, on va dire, pour entraîner. Donc, il y a des recommandations qui nous affichent. Ça, c'est lié aux quantités d'images qu'on a dans nos datasets. Donc, ça, c'est une recommandation qui, ouais, on peut voir que eux, ils considèrent que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, qu'on a plus que 1000 images, on n'a pas. Donc, on voit bien que notre 150 images, c'est plutôt dans cet ordre de numéro de nœud. Donc, je peux dire que voilà, je voudrais vingtaine. Et si on parle de prix, il y a première quelques heures qui sont gratuits. Mais après, on commence de payer pour partie d'apprentissage. Et comme c'est fini, quand le modèle est entraîné, on peut demander que ce modèle est déployé tout de suite pour faire les prédictions. Donc ici, il faut faire attention parce que si on fait le déploiement de modèle, on va payer aussi pour cet nœud de prédiction. Et tout le modèle de pricing il est autour de la notion de heure machine qui fait les prédictions est allumée. Donc, si on prédit quelque chose et on utilise un nœud de prédiction jusqu'au bout, on va payer même chose si cette nœud de prédiction est allumé, mais on prédit rien. Donc, si vous voulez vraiment entraîner quelque chose, voir la performance de modèle et après décider est-ce que vous voulez prédire quelque chose ou pas, donc c'est mieux de ne pas déployer ce modèle. Si c'est vraiment pour tester et voir comment ça marche, moi je dis que oui, je vais déployer ce modèle et pour voir les résultats tout de suite. Donc moi, je ne clique pas sur le Start Training
parce que je ne veux pas lancer partie d'apprentissage quand même 20 heures par nœud. En total, je pense qu'il va finir peut-être dans 2-3 heures. Ce qui est bien pour nous, ça, c'est la quantité maximale. Si à quelques moments, l'algorithme il trouve qu'il n'y a plus d'amélioration de le résultat de nos modèles, il arrête l'entraînement, et voilà, c'est fini. Ça s'appelle en anglais early stopping. Donc, c'est pour ne pas brûler les ressources pour rien. Ça veut dire qu'on ne va pas payer pour le temps qui n'est vraiment pas nécessaire. Donc, ça, c'est le plafond. C'est le numéro de heures maximal pour partie d'apprentissage. Donc, moi, j'ai testé déjà quelques modèles. Donc, ça, c'est le premier modèle que j'ai entraîné sans cette, on va dire, classe poubelle, qu'il n'y a pas d'objet d'intérêt. Donc, on peut voir qu'est-ce que ça donne. Donc, sur cette interface, on a caractéristiques de modèles entraînés. Je cache cette partie-là, comme ça, on voit un peu plus. On peut voir les statistiques générales. Et on peut voir aussi les statistiques par chaque étiquette, par chaque classe qui nous intéresse. Ça, je pense que c'est très bien parce que si je veux analyser performance, ce n'est pas toujours intéressant de dire qu'en façon générale, c'est quoi la température d'un hôpital. Ce que je veux voir, c'est vraiment au cas par cas, qu'est-ce que j'obtiens. Donc, par exemple, je prends terrain de tennis. Je peux voir que j'avais utilisé 37 images. Donc, c'est ces dizaines d'objets qui étaient sur cette image. Notre précision, est-ce qu'on est toujours juste? C'est 60%. Par contre, on a trouvé 80% de terrain de tennis de notre jeu de test. Et c'est que pas mal dans cette interface, on peut voir les prédictions et les labels de vérité terrain pour comparer est-ce qu'on dirige dans la bonne direction ou pas. Donc, on peut voir qu'ici, la vérité terrain, donc moi, j'ai labellisé en couleur grise. Lui, il est un peu plus conservatif, on va dire, mais oui, c'est correct. On voit bien que presque partout, les prédictions sont correctes. Par contre, après, il y a des cas où il prédit quelque chose qui n'est pas là. Donc, moi, j'ai labellisé, par exemple, il ne prédit pas les choses qui est là. Moi, j'ai labellisé, par exemple, ce petit morceau de terrain de tennis qui sort. Et modèle, il n'est pas trouvé que ça ressemble vraiment. Pourquoi pas. C'est intéressant de voir qu'ici, si on regarde, on voit qu'il y a la belle rectangle de terrain de tennis qui était fait par moi. Lui, il a prédit quelque chose. Mais pourquoi dans cette statistique, c'est mis dans le false negatives? Parce que le score de prédiction est vraiment très, très bas. Nous, on avait dit qu'on veut voir que les prédictions sont correctes avec le seuil de 0,5. Donc ici, avec cette score de prédiction, cette prédiction-là, elle ne passe pas notre filtre. Donc c'est pour ça que c'est mis dans le false negatives. Et false positive, ça veut dire qu'il a trouvé les terrains de tennis où il n'y a pas. Par exemple, on voit qu'ici, avec le score de 60, on va dire, %, il est sûr que ça, c'est terrain de tennis, mais non. Et ici aussi, je pense qu'il est perturbé par le couleur et par les lignes blanches. Donc ça, c'est toujours, c'est pas juste intéressant, mais c'est vraiment vital d'analyser les résultats d'apprentissage et évaluer comment se comporte votre modèle. Vous pouvez toujours dire que vous voulez être plus conservatif et voir qu'est-ce que ça donne maintenant. C'est quoi les statistiques, combien d'éléments maintenant prédits ou pas. Par exemple, on a perdu cette prédiction bizarre sur les, je ne sais pas c'est quoi le bâtiment avec le toit gris. Par contre, si vous trouvez que vous préférez avoir plus de prédictions et après, par exemple, les filtrer par opérateur, par un humain, vous pouvez être beaucoup moins conservatif et trouver quelque chose qui est là, peut-être avoir plus de détection et filtrer avec quelque chose d'autre derrière. Voilà. Et comme on est fini avec cette analyse, si on n'est pas content, ça veut dire qu'il faut qu'on revienne, on emporte plus de données ou on ajoute des labels, on peut réentraîner et on peut réanalyser. Par contre, si on est satisfait par la performance de nos modèles, on peut utiliser maintenant pour faire le vraie prédiction. Dans cette interface, on peut télécharger quelques images, jusqu'à 10 images, pour tester tout de suite comment ça marche.
Ou on peut utiliser vraiment notre compétence de développeur pour envoyer les requêtes en grande échelle ou par les API de web service ou en utilisant le code Python. Donc, effectivement, c'est plus simple de tester pour ce démo de télécharger image directe. Donc, je prends toujours cette image de test qu'on a analysée en tout début avec les API génériques. Bon, on voit bien qu'il a trouvé un terrain de tennis, il est très, très sûr. Et il y a autre terrain de tennis qui n'est pas du tout là. Et lui, quand même, il est assez sûr de ce qu'il a trouvé. Ce que je voudrais faire maintenant, je veux réutiliser même image, mais maintenant, je reviens au... Donc, c'est toujours même jeu de données avec mes labels de terrain de foot, tennis, et il n'y a rien qui nous intéresse. Par contre, maintenant, je prends un modèle qui était entraîné avec cette troisième classe, je veux dire classe poubelle, que j'ai dit reject class. On voit qu'il y a quelques scores, on peut analyser aussi est-ce que ça marche bien ou pas. Mais maintenant, je veux tester, est-ce que cette idée d'avoir troisième classe, classe qui ne nous intéresse pas, est-ce que ça a aidé ou pas? Bon, ça va. Ouais, on voit bien que maintenant, cette prédiction qu'on a eue avant, elle est disparue. Il est un peu moins sûr sur le terrain de tennis, mais ça reste quand même le score très, très élevé. Et on voit que maintenant, c'est cette troisième label, il est présent et il nous indique qu'il n'y a pas vraiment d'objet d'intérêt. Donc, on peut poser la question pourquoi tous ces cours de tennis ne sont pas détectés. C'est sûrement lié au fait que je n'ai pas beaucoup des étiquettes taguées à la main dans le jeu d'apprentissage. Si vous vous souvenez, je pense que c'est 18 images en total que j'ai taguées pendant 1 heure. Donc, si on veut que maintenant ça se détecte aussi correctement comme terrain de tennis, il faut qu'il y ait ce type de données dans le jeu d'apprentissage. Donc ça, c'est quelque chose qui nous permet de tester et voir les résultats. Oui, on peut au cas par cas. On peut, par exemple, chercher les cas vraiment difficiles. On peut piéger modèle pour voir comment il se comporte. Deuxième, et le cas d'usage, comment il faut lancer les prédictions. Ça, c'est vraiment l'usage, on va dire, le plus correct, comment mettre en production. C'est en utilisant le REST API ou client Python. D'un niveau de performance, si vous lancez les prédictions, vous pouvez choisir combien de nœuds vous préparez pour faire les prédictions. Donc maintenant, pour cette démonstration, je vais utiliser juste un seul serveur, un seul nœud de prédiction. Et il y a une petite estimation que je peux prédire autour de, on peut dire que 2 images par seconde avec cette nœud. Par contre, si je veux être plus rapide, je peux dire que je veux plus de nœuds allumés pour moi. Et on voit bien que maintenant, je peux lancer les prédictions en façon plus rapide. Donc, ça dépend de votre besoin. S'il y a plus de nœuds, on paye plus par heure. Mais par contre, on est beaucoup plus rapide. Donc, peut-être on peut traiter les données de façon plus rapide pendant 1 heure. Et on va payer la même chose par rapport à si on a traité les données à façon un peu plus longue. Mais par contre, on a traité pendant 5 heures. Donc, c'est les choses que j'aime beaucoup sur Cloud, qu'en fait, on paye la même chose, mais on peut gagner du temps. Et pour un peu montrer qu'est-ce qu'on peut faire, je ne vais pas aller dans les détails de développement avec client Python ou le REST API, mais je vais montrer quand même, je fais le petit démo de mon côté. Donc, j'ai cette carte et sur cette carte, j'ai lancé en fait pour chaque tuile d'image sur cette carte, il envoie vers un modèle que je viens de vous montrer et il récupère les prédictions. Ici, il y a quelque chose qui nous intéresse. Il juste affiche sur cette carte que voilà, il y a objet détecté. Ouais, voilà. Il y a par exemple le score de performance et qu'est-ce qui s'était détecté comme objet.
Donc, on peut voir bien que je pense que ce type de terrain de tennis est le plus présent dans mon jeu de données. Donc, c'est pour ça, ça marche plutôt pas mal. Par contre, tous les parties où c'est plutôt terrain moins visible, je pense que c'est vraiment peu présenté par les étiquettes que j'ai préparées. Donc, c'est pour ça, s'il trouve quelque chose, il est moins sûr. Surtout qu'ici, je pense que c'est fausse prédiction. Je ne suis pas. Non, quand même, je pense que c'est terrain de tennis aussi. Donc, il est moins sûr et on voit bien qu'il ne prédit pas toujours. Donc, ça, si on parle vraiment d'analyse grande échelle, c'est plutôt cette approche-là. Il faut utiliser Client ou Python ou REST, envoyer vos données en batch et récupérer les prédictions, on fait quelque chose. Donc, moi, ce que j'ai fait, ce n'était pas très, très intéressant aussi, c'est juste afficher. J'affiche le rectangle autour de zone de détection, j'affiche l'étiquette et c'est quoi le score de prédiction. Mais on peut imaginer facilement que je stocke, je sauvegarde toutes ces prédictions dans base de données, par exemple dans BigQuery, et après je peux faire le requêtage avec les requêtes en utilisant le partie de géospatial de BigQuery pour, par exemple, calculer combien de infrastructures sportives j'ai par, je ne sais pas, par parcelle ou par quelques zones géographiques pour avoir une idée, est-ce que c'est plutôt les territoires, je ne sais pas, sous-développés, surdéveloppés, sur quelque chose. Donc ça, vraiment, c'est ça que je trouve intéressant avec AutoML, que vous, comme expert dans le métier, vous comprenez en fait mieux que moi maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec. Parce que c'est plus le tâche de machine learning ou apprentissage ou intelligence artificielle. C'est maintenant, c'est vraiment, ça peut déclencher quelques idées et quelques sujets qui sont liés plutôt à votre domaine d'expertise. Donc voilà, je pense que c'est oui, ça c'est petite architecture de cette application que je viens de montrer, qu'il y a un morceau de code qui récupère les images aériennes qui sont sur Cloud Storage. Et on voit chaque petite tuile vers notre modèle de AutoML Vision. Elle récupère les prédictions et l'affiche dans notre navigateur à côté de l'utilisateur. Je pense que oui, on a encore autour de 20 minutes. Donc, je propose d'utiliser ce temps pour la discussion. Si vous avez quelques questions. Oui, moi j'en ai une. Oui, bien sûr. Jean-Michel Bernaboto. C'est de l'AutoML, c'est du DeepL, mais quels sont les algorithmes qui sont utilisés pour faire cette détection? C'est une très bonne question. Les algorithmes qu'eux ils utilisent, comme c'est AutoML, en fait, il y a on va dire quelques briques d'architecture. Par exemple, il y a les parties où il y a plusieurs couches convolutives qui sont stockées entre eux. Mais après, architecture finale, c'est pour ça, c'est aussi auto, que après, architecture finale, c'est cherché par moteur de AutoML lui-même. En fait, c'est algorithme qui crée un algorithme. Et l'idée ici, que comme on lance cette partie de train, il va créer plusieurs groupes de modèles. Il va utiliser des datasets de validation pour estimer tous ces hyperparamètres. Donc, par exemple, combien de couches de profondeur il faut, c'est quoi la taille de filtre, etc. Il va choisir l'architecture optimale pour ce dataset dans ces conditions-là. Donc, si on veut vraiment, par exemple, voir l'architecture finale, ça ressemble à quoi, on peut choisir pas la version cloud hosted, mais on peut choisir les versions de Edge. Juste un moment, je reviens pour montrer où était. Donc, si ici, dans le parti de train, moi, je dis que je veux un nouvel modèle, je peux choisir Edge. Donc, ça veut dire que je peux télécharger un modèle après et utiliser TensorFlow pour voir l'architecture finale. Mais à la base, c'est l'architecture type de ResNet, mais ce n'est pas l'architecture standard définie parce que AutoML il cherche lui-même l'architecture optimale pour dataset. Ok, merci. Je vous en prie. Attendez, c'est bougé. Hop. Alors, il y a une question. Est-ce que nos datasets et nos modèles entraînés peuvent être aussi utilisés par Google pour améliorer ses propres... Non. Non, en fait, ici, c'est vous qui êtes propriétaire données et modèles.
on ne peut pas et on ne veut pas réutiliser votre modèle. C'est un peu le cas inverse aussi. En fait, ici, il y a quelques parties de transfer learning. Donc, ça veut dire que les modèles de vision, ils sont pré-entraînés avec datasets que nous, on a. Mais datasets, on va dire, qu'on a droit d'utiliser pour ça. Mais par contre, votre donnée, on n'a pas droit d'utiliser. Donc, ni modèle, ni données, ils ne sont pas utilisés par Google pour quelque chose d'autre. Voilà, C'est si vraiment je peux nous qui sommes propriétaires. une petite précision. Voilà. Donc effectivement, là, on parle des outils Google Cloud, qui est une des divisions de Google, et qui est la division qui s'adresse aux entreprises ou aux organisations publiques. Voilà. Et donc, c'est pas du tout le même modèle de contrat ou de conditions d'usage que ce qu'on peut avoir dans le domaine du grand public, où là, pour tout ce qui est les outils grand public de Google au sens large, bah donc c'est gratuit et c'est financé par la publicité. Là, dans le cloud, certes, il y a un tiers gratuit pour permettre aux gens d'essayer ou d'utiliser, mais après, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est facturé et à l'usage. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie. Et donc, nos conditions contractuelles reflètent bien le fait que les données vous appartiennent et ne sont pas utilisées par Google pour autre chose que pour rendre le service. C'est-à-dire que, bien évidemment, elles sont chargées dans les serveurs, elles servent à faire tourner, à prendre le modèle et à produire le modèle, mais pas plus que ça. Voilà. Comment prendre en compte les différences de contraste dans l'image? Photo prise en été ou hiver. Il y a partie, au moment que AutoML prépare dataset pour partie d'apprentissage, il y a type de transformation différents. Par exemple, il change le niveau de contraste d'image, il tourne, il fait le crop d'image de zones différentes. Donc ça, déjà, toutes ces étapes, on va dire assez standards de pré-traitement d'image, de créer les exemples artificiels, il est là. Par contre, si ça ne suffit pas, et c'est le cas de l'image hiver vers l'été, on peut changer contraste, on peut, je ne sais pas, tourner l'image comme on veut, mais ça ne va pas ressembler de saisons différentes. En fait, c'est plutôt question de récupération de données. Donc, il faut malheureusement aller et chercher des données de saisons différentes si on veut que notre modèle il est robuste au changement comme ça. Alors, sur la segmentation. Donc, AutoML, ce que je viens de montrer, c'était l'interface graphique, mais aussi on peut utiliser AutoML à partir des lignes de commande terminale et à partir de API. Donc, on peut, par exemple, en place d'aller cliquer Import, on peut écrire un petit morceau de code qui va chercher les images et emporter. Si on clique Train, voilà, on peut remplacer ça par une ligne de commande de site qui va faire partie d'apprentissage. Donc, pour la segmentation, le AutoML, il est en phase de, s'appelle Early Access Program. Donc, si on a des clients qui sont intéressés d'utiliser, on peut signer le contrat spécifique avec eux pour faire les tests. Donc, modèle AutoML pour la segmentation, ils sont là. Les images que je viens de montrer aujourd'hui, moi je cherche un peu, oui, cette image-là, c'est moi qui ai testé AutoML pour la segmentation. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment bien réel. Par contre, comme c'est vraiment au tout début de ces algorithmes, il n'y a pas d'interface graphique jolie. Il faut utiliser Notebook Jupyter pour télécharger ces images, lancer, récupérer les prédictions. Par contre, si après on veut lancer et faire les prédictions avec segmentation, on peut dans ce sens-là. Ça, c'est absolument le même type d'usage parce que maintenant, on utilise Client pour lancer les requêtes. Donc voilà, segmentation, elle est là, elle marche très bien. Il faut le tester. Si vous êtes intéressé, on est intéressé aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais moi j'en ai, j'en ai une. C'est-à-dire que là, on a vu AutoML Vision. Bien sûr, Google a d'autres API que Vision, et donc parfois il y a d'autres, enfin, AutoML correspondant à ces autres API. Est-ce que tu pourrais juste nous les lister, s'il te plaît, Alexander? Oui, donc ce qu'on a comme le groupe de produits AutoML, peut-être si je reviens dans le
Peut-être même dans la console, non? Oui, dans la console, oui, tu as raison. Hop. Pardon. Donc ça, on vient de parler de... Oui, bien sûr, fichier CSV, oui, pas de souci. Je vais partager après, oui, par Céline, je pense, ce sera plus simple. Donc, ce qu'on a, on a groupe de AutoML pour données non structurées. Ça, c'est AutoML Vision. Et après, il y a groupe de produits AutoML pour les données structurées. Ici, j'ai déjà le lien, on va dire, rapide vers le AutoML Tables. Donc ça, à mon avis, vraiment données structurées à format de table, c'est un des formats le plus, on va dire, populaire, le plus connu qu'on trouve dans les entreprises. Parce que les images, quand même, il faut aller chercher, mais les données tabulaires, elles sont déjà là dans beaucoup d'entreprises. Et moi, je viens de tester AutoML Tables avec Dataset qui a été publié, je pense qu'il y a peut-être 6 mois, avec les valeurs foncières. Donc, on a une formation sur c'est quoi la surface d'appartement d'une maison, date de... Pour ça, mais c'était juste pour... je crois Ouais. qu'il y a un de nos collègues qui va faire une... Ok, super. Donc, je ne parle pas plus. Voilà, c'est Donc, juste... oui, donc ça, c'est données tabulaires. Donc, on voit que c'est très, très visuel aussi. Il y a aussi partie de traitement de langage. Donc, ça, c'est Natural Language. Ce qu'on peut faire, on peut faire classification de texte et documents. Par exemple, est-ce que c'est une facture, est-ce que c'est un contrat? Et on peut aussi analyser les sentiments du document. Oui, est-ce que c'était positif, négatif, à quel degré? Après, on peut extraire les entités. Par exemple, on fait analyse de texte, on peut trouver toutes les adresses d'entreprise. Et aussi, on peut utiliser, comme c'est AutoML, on peut vraiment adapter à notre domaine. Par exemple, si on utilise, il y a équivalent dans le API déjà préconstruire, mais c'est plutôt modèle général. Ici, on a vraiment les vocabulaires très particuliers. Peut-être c'est quelque chose, je ne sais pas, dans le domaine juridique. Le même mot, il peut avoir autre contexte. Donc, AutoML, c'est vraiment intéressant pour ça. Voilà, donc c'est AutoML Vision, données non structurées, AutoML Tables pour données structurées, tabulaires, et AutoML autour de texte, qui est pour donner texte, c'est structuré et non structuré en même temps, donc c'est entre les deux. Et il y a aussi traduction, non, je crois. Oui, il y a translation aussi, ouais. J'ai une petite question. Oui, bien sûr. C'est peut-être un peu inhabituel comme demande. Est-ce que c'est possible d'utiliser votre service pour estimer un modèle, pour fitter un modèle, et après retélécharger les résultats du modèle? Je dis bien le modèle lui-même, pas les prédictions, hein. Le modèle Ouais. lui-même pour pouvoir l'utiliser sur nos propres serveurs. Oui, c'est absolument possible. Juste, je vais montrer dans l'interface où on peut trouver ça. Je ne sais pas pourquoi cette fenêtre bouge toujours. Donc, si je reviens dans le dashboard de Vision, j'ai mes modèles qui étaient entraînés. Donc, je prends par exemple ce modèle-là. Donc, ce modèle, il était entraîné pour ce qu'on dit stocker dans cloud. Donc, celui-là, je ne peux pas télécharger. Par contre, si je reviens en étape précédente, et je dis que je vais entraîner un nouveau modèle, je peux dire que je vais entraîner un modèle qui va être téléchargeable. Donc, c'est absolument la même étape. Je dis que c'est quoi comme modèle? Est-ce qu'il est plutôt pour précision haute, pour les prédictions vite? On voit déjà estimation, c'est quoi comme taille. Donc, on peut avoir une idée, est-ce que ça rentre dans nos mémoires ou pas. Donc, ici, on voit bien que c'est petit. Ça va rentrer. Mais pourquoi il affiche ça? Parce que c'est calculé en pensant de téléphone mobile. Si on veut lancer quelque chose vraiment sur le matériel qui est peu puissant. Donc, je dis ce que je veux. Encore budget de partie d'apprentissage. Et au moment qu'il va finir cette partie d'apprentissage, on va avoir le lien pour télécharger, effectivement, pas les prédictions, mais vraiment télécharger modèle avec ses paramètres appris qu'on peut après utiliser comme on veut sur notre matériel. Ça peut être serveur,
ça peut être, je ne sais pas, quelque chose avec smartphone, ça peut être notre TPU portable Edge TPU. Donc ça, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Le format, c'est le format TensorFlow. Et du coup, c'est compris par TensorFlow Lite qui est fait pour les mobiles, TensorJS, je crois, qui est fait pour le navigateur web, si on veut mettre ça dans une prédiction locale, mais dans une application web. Et voilà. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est TensorFlow, c'est notre framework open source. Ça veut dire que vous êtes après libre à utiliser comme vous voulez. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, en fait, c'est juste pour bien comprendre ce que vous venez de dire. Ça veut dire que concrètement, par exemple, si on veut s'initier au machine learning, on peut commencer par charger sur le cloud de Google un ensemble de données sur lesquelles après on va utiliser AutoML pour fitter de premiers algorithmes, un peu comprendre comment on peut s'y prendre. Et une fois qu'on commence un peu à comprendre ce qu'on fait et qu'on pense qu'on est à l'aise, on peut retélécharger l'ensemble des modèles et travailler sur TensorFlow, sur nos propres serveurs, et là, en allant plus dans les détails techniques. Vous pouvez faire ça, oui, absolument, c'est absolument correct. C'est juste une seule précision que vous rentrez dans ce cas-là, dans ce monde merveilleux, cette slide noire. Oui, j'ai bien compris, oui, j'ai bien Si compris. vous voulez, voilà, c'est l'idée de AutoML, c'est vraiment cette auto de tout. En fait, on reste expert dans les données, mais le reste, c'est pris en charge par plateforme. Par contre, vraiment, rien ne vous empêche, c'est absolument comme vous avez dit, vous pouvez utiliser cette interface pour, on va dire, phase de prototypage ML. Et au moment que vous avez testé, vous avez vu que c'est bien. Par exemple, déjà, cette partie d'évaluation, c'est très important de faire évaluation de modèles. Et beaucoup de data scientists qui trouvent que c'est un peu boring, ils ne le font pas. Donc ça, c'est déjà bien de vraiment valider que vos datasets, ils marchent. Vous pouvez construire un baseline avec AutoML. Et au moment que vous êtes satisfait de baseline, vous voyez que voilà, dans les données, il y a vraiment un signal, ce n'est pas que bruit, on peut faire quelque chose. Oui, effectivement, c'est une approche possible d'entraîner un modèle pour Edge, télécharger ce modèle et faire quelque chose encore plus sophistiqué si vous êtes limité par AutoML, vous-même dans votre infra avec votre serveur. Mais ça veut dire que, voilà, il faut être là. À vrai dire, je pensais plus à des questions de confidentialité des données. Euh, Parce qu'il y a des données, moi je travaille à l'INSEE, il y a des données, on ne peut pas les mettre sur le serveur. On ne pourra pas les mettre sur le serveur de Google, c'est pas possible. Tout à fait. Après, il y a aussi moyen d'avoir des serveurs chez vous ou avec qu'on va manager de la même manière qu'on managerait les serveurs dans le cloud avec une architecture à base de containers, de Kubernetes, et d'aller installer sur cette architecture Kubeflow, qui est une suite d'outils pour le machine learning et que vous pourriez également exécuter chez vous pour les cas où justement la donnée ne peut pas sortir de vos data centers. Mais ça, Kubeflow, c'est payant, j'imagine. Non, Kubeflow, c'est open source. Ce qui est payant, c'est le fait d'avoir le support de Google, enfin, si vous voulez le support, en tout cas, voilà, sur l'infrastructure sous-jacente avec du Kubernetes managé qu'on appelle Anthos, en fait. Mais vous voulez dire que AutoML, en théorie, on pourrait le déployer sur un serveur interne? AutoML n'est pas encore disponible dans ce modèle. C'est la stratégie de Google Cloud de rendre ces services managés dans le cloud également disponibles sur le cloud hybride, donc avec des serveurs dans vos data centers, mais la couche d'infrastructure type
Kubernetes, homogène entre le cloud et hybride, enfin votre cloud et le cloud public de Google et les autres d'ailleurs également. Voilà, l'objectif d'Anthos, c'est d'avoir cette plateforme qui permette la mobilité des applications et ce qu'on est en train, ce sur quoi on travaille au niveau engineering, mais c'est pas encore disponible, c'est d'avoir des services qui vont être disponibles aussi bien dans votre data center que dans le cloud public. Donc ça va arriver, c'est une stratégie sur plusieurs années. D'accord. Au fur et à mesure, par exemple, ce qu'on a aujourd'hui en bêta, c'est la partie speech to text, voilà, qui n'est pas disponible sous forme AutoML, mais qui existe néanmoins, la compréhension de la voix. Aujourd'hui, c'est en bêta, c'est en early access, pardon, en early access sur Anthos dans votre data center. Voilà, pour faire l'analyse de la voix chez vous plutôt que dans le cloud public. Ok, merci beaucoup. Et ce qui est facturé, donc c'est le fait d'avoir le support de Google sur l'infrastructure managée par Anthos. Ouais. Donc, je suis juste curieux, est-ce que ça sera vraiment intéressant pour vous d'avoir AutoML dans ce format-là? Pourquoi je parle? Parce que quelquefois, on parle avec l'équipe de produits et c'est intéressant pour eux aussi voir quel cas d'usage, quel intérêt, dans quelle direction c'est intéressant de développer la plateforme. Donc, si ça vous intéresse, je peux au moins demander est-ce qu'il y a déjà quelques idées de faire AutoML accessible avec plateforme Anthos. Alors ça, je ne sais pas s'il y a des besoins particuliers à l'INSEE, mais ce qui est sûr, c'est que, enfin, il y a 2 points qui sont à peu près sûrs. C'est que l'INSEE s'intéresse, à tout ce qui est méthode, innovante en statistique, forcément, et donc le machine learning, clairement, ça présente un intérêt à l'INSEE. Et l'autre point, c'est que, on a plein de données sur lesquelles on pourrait avoir des idées d'algorithmes de machine learning, mais clairement, ces données-là, elles ne peuvent pas sortir. Donc il faut qu'on trouve une solution interne. Et peut-être le 3e point, c'est que, il n'y a pas encore beaucoup de vrais spécialistes du machine learning à l'INSEE qui soient capables d'utiliser directement TensorFlow. Moi, par exemple, je suis pas capable d'utiliser TensorFlow. Donc en fait, si on pouvait avoir une solution interne, un peu facile à utiliser comme AutoML et qui préserve qui nous permet de nous familiariser au machine learning et en plus progressivement de monter en compétence là-dessus en préservant la confidentialité des données, ben, je pense qu'il pourrait y avoir, il pourrait y avoir un marché. Voilà. Après, Ok. moi, je suis juste statisticien, je suis pas du tout capable de vous dire si vraiment ça intéresserait des gens, mais moi, je vois ce que je pourrais en faire, en tout cas. Ok. D'accord. Et je me permets juste une petite question. Est-ce que le chiffrement avec des clés de chiffrement qui seraient gérées par vous et chez vous, serait une alternative ou permettrait de sortir les données ou pas? C'est ça en fait. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Mon intuition, c'est que non, parce que ce serait peut-être pas tellement sur des questions de sécurité informatique proprement dit, mais plutôt sur des questions d'image, où on pourrait pas dire que les données confidentielles auxquelles l'INSEE a accès, par exemple la base des contribuables ou les données fiscales, sont sur les serveurs de Google. Quand bien même ce serait chiffré de façon très sécurisée, je pense que d'un point de vue de communication, c'est pas faisable. Mais peut-être je me trompe. Ok. Non, mais merci pour la réponse. C'est parce que ça, c'est typiquement le type d'argument qui peut être, on va dire, pris en compte pour décider ou pas de faire en sorte que certains produits soient disponibles ou pas sur la version hybride du cloud. Bon, super. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour les discussions. Merci beaucoup pour vraiment garder votre attention pendant 1h30. C'est pas évident avec les vidéos. Donc, si vous avez quelques autres questions, je reviens vers le dernier slide avec mon email. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez me contacter directement ou contacter Pascal. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà contact chez Google direct. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça vous encourage à aller regarder AutoML et qu'est-ce que ça peut faire pour vous. Merci beaucoup.
Merci à tous. Je retire les remerciements d'Alexander pour votre participation active et attentive. Merci Alexander, et puis merci à Pascal, et puis rendez-vous pour les autres conférences dans les prochains jours. On mettra à disposition la vidéo. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir.